J'ai lu l'histoire de Carennac par le chanoine Albe et Armand Viré. J'ai lu l'histoire de Carennac par un magistrat de Toulouse. Comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. Et puis Henri Ramet. Et une troisième histoire. Alors celui-là, par contre, je ne me souviens pas. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on parle presque uniquement du prieuré, du doyenné, de l'architecture, mais on ne parle pas beaucoup des habitants. Et pourtant, s'il y a eu un prieuré, c'est vraisemblablement parce qu'il y avait déjà un village ici. Il est devenu prieuré doyenné, etc. Mais ça faisait longtemps que le site de Carennac était habité. Tu as pu constater en lisant les bulletins de la Société des études de l'Aude des travaux qu'avait fait M. Piron. Et c'est une époque qui va de la fin de la pierre polie jusqu'à l'âge du fer, à peu près, selon ce qu'on a trouvé dans les tumulus. Puisqu'on y a trouvé des haches en pierre polie. On y a trouvé, M. Piron a trouvé une épée de bronze, mais M. Viré en avait trouvé une autre plus près de Miers que de Carennac. Et ensuite, des fibules de bronze et de fer. Certainement, si on regarde bien le plan cadastral de 1816, le plan, on constate une chose, c'est qu'à peu près tous les chemins venaient du plateau et convergeaient vers Carennac. Et dans le temps, on appelait ça les commis pêchonniers. Parce que c'était les chemins que les gens empruntaient pour aller pêcher le poisson, ou s'approvisionner en poisson. Et Carennac, à l'origine, a certainement été un village de pêcheurs. D'ailleurs, si tu as l'occasion de passer sur le pont de pierre, là, tu regarderas la maison de chez Salamagne. Dans le mur, il y a des piles rondes. De l'autre côté, la grange de chez Labouré. Il y a aussi des piles rondes. Donc c'était un marché couvert. C'était là certainement qu'on vendait le poisson. Les religieux s'étaient réservés d'acheter leur poisson 2 heures avant l'ouverture du marché. Mais les gens de Carennac avaient pêché et avaient le droit de pêche. Contrairement à ce que certains disent, ils ne l'ont jamais perdu. La preuve, c'est qu'en 1500, les bacs de Carennac appartenaient aux habitants de Carennac. Mais, comme tout ce qui est communautaire, ils étaient mal entretenus. Ce qui fait que, passer la Dordogne, ça représentait une entreprise périlleuse. Et alors, en 1500, le doyen de Carennac a passé une convention avec les habitants. Il a pris à sa charge l'entretien des bacs, moyennant une baste de vin pour les riches et 5 sols par an pour les indigents. Et par la même occasion, par cette convention, les gens de Carennac conservaient leur droit de pêche. Donc ils l'avaient déjà. Ce pont de pierre, il a été construit en quelle année ? 1880, par Paul Beffarat. Eh bien, c'était un maçon qui habitait là, chez Chalex maintenant. Il était entrepreneur de maçonnerie. Ouais. Et alors, auparavant, la route, passait ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est un maire de Carennac, Vergne, qui a désenclavé Carennac. Parce qu'avant 1880, il n'y avait que les vieux chemins. Le chemin qui venait de Florac et Mézel longeait la berge, ce qui fait qu'à chaque crue, le chemin était emporté. Ou bien l'atterrissement allait plus loin, ce qui fait que le chemin... Il en était de même pour la route de Saint-Céré. Alors, quand, vers 1820 par là, la Dordogne a coupé l'île de Calypso, oui. Elle a créé des atterrissements
vers Carennac. Et le nouveau passage s'appelait la Passe-Neuve. On l'appelait encore la Passe-Neuve il n'y a pas longtemps. Et ces atterrissements ont été vendus par la commune en même temps que les communaux, en 1830. La commune s'était réservé une parcelle. Il y a à la mairie le procès-verbal manuscrit de l'attribution des communaux. Et la commune donc s'était réservé cette parcelle. Et le maire de l'époque a proposé au conseil municipal d'acheter, de payer cette parcelle pour lui, moyennant la somme de 1100 francs. 1100 francs, c'était à condition que cette somme soit affectée à l'achat de l'écurie du château, qui empêchait la construction de la route de Mézel. Voilà. Et alors, le conseil municipal a accepté cette proposition, mais la commune n'a acheté la grange qu'en 1860. Il y avait longtemps que Vergne n'était plus maire. Mais enfin, les crédits étant affectés, et la route devenant indispensable, ils ont quand même acheté la grange, donc avec les crédits qu'avait fait voter Vergne. Et à partir de là, on a construit la départementale, c'est la 20 là-haut. La départementale 20 et l'autre sur Saint-Céré, je crois que c'est la 43. L'autre c'est la 37. Enfin bon, toutes ces routes ont été construites à partir du moment où Carennac a pu, autrement, avant, on descendait par le vieux chemin qui descend vers les Hortes, là. On passait le ruisseau, à Gué, et on remontait ici, de ce côté, chez Chalex. Voilà. 1859, il y avait 1050 habitants. 100 ans après, il n'y en avait plus que 501. Et maintenant, nous sommes 375. Alors, à Carennac, j'ai vu un forgeron, 3 cordonniers, 3 maçons, un peintre plâtrier, 2 même, 3 charpentiers, un couvreur. Et là maintenant, j'ai vu les métiers à tisser. Chez Monteil, il faisait la toile. Oui. J'ai vu Cyprien Tournier, le grand-père de Pitou, tisser la toile. Les métiers sont encore dans le chose du château. Mais il y avait des tisserands qui faisaient la bure. Les métiers étaient au cadre. Quand on est à la gare de là-haut, en haut, il y a un chemin qui va vers Biard. Et là, il y avait une petite maison, et dans cette maison, il y avait des tisserands qui faisaient la bure. Et ma mère se rappelait d'un vieux bâtiment qu'il y avait sous chez Coumoul, à l'angle du chemin, et à la jonction, il y a les pierres encore. Et dans ce bâtiment, il y avait les mailliers à bure, qui vraisemblablement étaient actionnés par une roue à aube que la Dordogne entraînait. Voilà. Et alors, ces gens-là faisaient la bure. Donc on tissait la toile avec le chambre. Eh bien, autrefois, les femmes filaient. On a commencé par filer avec le fuseau, peut-être même avec des galérons, je sais pas. Mais enfin, elles filaient la laine. Et alors après, on tissait la bure. C'était un tissu grossier. Oui, parce qu'il n'était pas fait de fil. Alors, il faut dire aussi que les moutons du Corse, c'était des moutons mérinos, mais la laine n'était pas très fine. Il y avait un peu de jarre dedans. Un poil court, voilà. Ce qui fait que la bure, c'était un tissu grossier. Et une fois que la laine était tissée, on cardait un côté avec le chardon à foulon. On appelle ça la pence, le peigne.
C'est pour ça que ça s'appelle les cardonnières, là-haut, parce que c'était plein de chardons à foulon. Il y en a qui disent que c'est parce qu'on y faisait le charbon de bois, c'est pas vrai. Il y en avait, ça pousse dans les endroits humides, marécageux, peut-être même qu'on le cultivait, étant donné qu'on s'en servait pour garder la laine. Oui. Enfin voilà, la bure se tissait là. Et on ourdissait la bure, c'est-à-dire qu'on la faisait passer dans un bassin où il y avait de l'eau chaude, et sur des rouleaux où des maillets frappaient. Voilà. Ce qui fait que le tissu se resserrait. Alors tu avais un côté lisse et l'autre côté qui n'était pas. Voilà. Et on portait le côté qui n'était pas cardé sur la peau. C'était plus joli l'autre. Mais on s'y habituait facilement. Il y avait 3 restaurants à Carennac. Le plus ancien, c'était chez Boudy. Ah ben, il y avait eu chez Caire après. Et ensuite, chez La Croix. Et La Croix, le restaurant, à l'origine, n'était pas, il était à la maison de Marie-Rose Delmestre. Quand ils ont ouvert le restaurant, lui était forgeron, La Croix. D'ailleurs, il paraît que c'était un excellent forgeron. Mais, il était toujours malade. Alors, ils ont ouvert le restaurant là-haut. Et il y avait le café de l'île Calypso. Mais auparavant, après la Révolution, il y avait le café Charlat, en bas là, et le café Peyralade. Peyralade, c'était la maison de Lucien Pouzal là-bas. Et alors, le café Peyralade, c'était la maison des Républicains. Ils se réunissaient là-bas. Et ici, c'était la maison des Blancs. Et à l'époque, hein. Et le café de l'île Calypso puisait l'eau dans la Dordogne. Ils avaient mis un treuil sur le balcon, de l'autre côté, là, avec un gros fil de fer qui descendait. Il était amarré après un bloc de pierre en bas, et le seau descendait sur une poulie, et puis il le remontait avec le treuil. Il se servait de l'eau de la Dordogne. Tout le monde, d'ailleurs. Ou ceux qui étaient les plus proches. Parce que nous, pour la boire, on allait la chercher à la fontaine de Biars, là-haut.